Bien, mesdames et messieurs, bonjour ou plutôt rebonjour, bienvenue à cette ultime conférence de ces trois salons, Salon des services à la personne, Solulo et Silver Economy Expo, pour parler du parcours des 50 ans et plus, les seniors. On verra tout à l'heure si à 50 ans on est déjà un senior, comment mieux servir en tout cas ces seniors. C'est ce qu'on va voir ce soir avec 6 intervenants que je vais avoir le plaisir d'interroger en votre nom. En tant que journaliste. Moi, je travaille pour un magazine pour seniors qui s'appelle Pleine Vie. Et ensuite, on aura un moment, bien sûr, pour vous permettre, mesdames et messieurs, d'échanger, de poser vos questions à nos experts sur ce fameux parcours d'achat des 50 ans et plus des seniors. Alors, je vais commencer par les dames, ça se fait. Je voudrais vous présenter Madame Éliane Chavant. Madame Éliane Chavant, elle est experte et consultante en commerce multicanal, dont le digital, dans l'univers de la mode et de la décoration. Elle a occupé des postes de directrice générale et de directrice du marketing de l'offre, notamment dans un grand groupe 3 Suisse International. Elle a travaillé dans le domaine des vêtements pour seniors. Autre dame qui nous fait le plaisir d'être là, Lorraine Bordelais, directrice marketing de Center Parc France, diplômée d'HEC Paris. Elle a débuté sa carrière en arpentant plusieurs domaines d'activité, la beauté, les supermarchés bio, les cookies haut de gamme artisanaux. J'ai vu ça, madame. Je suis désolé, je suis un petit peu dans votre dos. Vous ne vous retournerez pas pour me voir, mais je crois que c'est vrai. Vous avez intégré le groupe Pierre et Vacances Center Parc en 2013 en tant que chargée de projet. Et maintenant, vous êtes donc directrice marketing de Center Parc France depuis juin 2015. Un groupe qui possède les senioriales qui exposent à Solulo et qui font partie du groupe Pierre et Vacances. Je reviens aux messieurs. Monsieur François Montboisse, à mes côtés, il est depuis 2002 président de la FEVAD. Alors la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Diplômé de Polytechnique, titulaire d'un MBA de l'INSEAD. Il a passé les 18 premières années de sa carrière chez des fabricants de produits de grande consommation. 2001, il a rejoint la FNAC, il est resté 12 ans. Et il est aujourd'hui consultant indépendant, membre depuis 2006 du conseil d'administration du Conseil du commerce de France et depuis 2012, donc président d'e-commerce Europe, qui est une association de commerçants en ligne. Et auparavant, vous avez été membre du premier Conseil national du numérique et membre du conseil exécutif du MEDEF entre 2012 et 2015. C'est à peu près ça. J'ai résumé. Tous nos intervenants ont un CV plus long que mon bras et non, pas de mal pour ça. Je continue notre tour d'horizon. Yann Beiss, voilà, je vous vois, c'est lui, il lève la main parce qu'ils sont, encore une fois, je suis derrière eux. Alors Yann Beiss, il est président de Celiatis depuis novembre 2014. C'est un site de e-commerce sur le bien-être et la santé. Après l'électronique grand public, il a notamment fait partie des équipes pionnières de SFR, Numéricable, Virgin Mobile, qui ont défini, lancé et dirigé des activités innovantes dans les télécoms. Et il a rejoint depuis 5 ans le marché de la santé, de la santé, avec cette entreprise qui s'appelle Celiatis. Je voudrais également vous présenter Jean-Philippe Arnoux. Monsieur Arnoux, tout le monde vous voit, voilà. Jean-Philippe Arnoux, directeur exécutif de Vita Confort, en charge de l'accessibilité au sein du groupe Lapper. Donc 15 ans d'expérience opérationnelle, puis 5 ans à la tête du marketing Lapper. Il a lancé ce concept de Vita Confort qu'il nous détaillera tout à l'heure, dont l'objectif, je le dis tout de suite, est de démocratiser l'offre accessibilité. Voilà, donc un nouveau défi pour une vision pragmatique de la Silver Economy. Et je précise que Lapper est partenaire et exposant tout près d'ici à Silver Economy Expo. Et je termine par Michael Carré. Il est cofondateur et directeur associé de Medialis, ingénieur de centrale à Paris, biologiste, expert reconnu des technologies pour l'autonomie depuis 10 ans. Il a enseigné en université, il est administrateur de structures de référence comme la Société française des technologies pour l'autonomie et les gérontechnologies et membre fondateur du cluster Silver Valley. Auteur de plusieurs articles, livres et Medialis est partenaire et exposant à Silver Economy Expo. Voilà pour les présentations rapides, j'aurais pu faire encore plus long, mais on va s'en tenir là. Alors, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, on va commencer par quelques questions générales pour cerner un peu le problème. Je vais d'abord m'adresser à Madame Éliane Chavant. Belle expérience, je vous l'ai dit, dans la mode et la décoration. Elle va nous dire, grâce à l'appui de cette expérience, revenir un peu sur cette notion de segmentation
du marché des seniors, de la segmentation par tranche d'âge de cette population. Qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui les distingue? On a eu tout au long de ces 3 jours des intervenants qui avaient un peu chacun leur définition des seniors. Alors vous, madame, parlez-nous un peu de cette drôle de population des seniors. Comment on peut les segmenter, les caractériser? Bonsoir à Alors tous. approchez-vous bien du micro. Voilà, n'hésitez pas. C'est bon, on m'entend. Donc bonsoir à tous, merci d'être là. Alors moi j'interviens dans l'univers de la mode et de la décoration et j'aurai certainement un discours basé sur des exemples et assez concrets parce que c'est vrai que les seniors, je pense que c'est une cible très intéressante, mais en revanche il faut l'illustrer par des exemples. Je commence, j'ai l'honneur de commencer, donc peut-être parce que je suis une femme et puis je suis, paraît-il, aussi une senior. Donc je vous rassure, je ne me suis pas levée le matin de mes 50 ans en me disant ça y est, youpla boum, je suis une senior, qu'est-ce qui a changé? Donc tout ça pour commencer le débat, être un peu provoque. Les seniors, vouloir ranger les gens, les mettre dans des cases, je pense que c'est pas franchement tip-top. Donc, quelques exemples, et je voudrais, pour planter le décor, parler de 2 exemples. Il y a de quelques années une marque célèbre, textile, qui faisait le constat en se disant « Tiens, notre clientèle vieillit. Oui, un scoop, on prend une année chaque année, paraît-il. Donc, on va essayer de rajeunir. Pour cela, ils ont renouvelé l'offre, ils ont changé complètement leur discours, leur communication. Le résultat, dans un premier temps, des jeunes et des très jeunes des banlieues qui sont mis à fréquenter cette enseigne et cette marque, et à contrario, des clients historiques qui ont fui parce qu'ils ne retrouvaient pas et plus les codes de la marque. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, récemment, une radio qui dit « Ah, on voudrait renouveler notre audience. Pour cela, on va se mettre au numérique. On va développer des émissions sur l'humour, sur le sport, tout ce qui tourne autour des jeunes. » Pour ces 2 exemples, le but visé était certainement louable, mais je ne suis pas sûre qu'ils ont posé la question correctement, qu'ils l'ont formulée correctement, et du coup, je ne suis pas sûre que la mise en œuvre soit gagnante. Pour cela, la marque textile, très clairement, ils ont perdu du temps, ils ont piétiné, ils ont même, les premiers temps, régressé en termes d'activité avant de retrouver leurs repères, avant de recommuniquer autour de leurs fondamentaux. Quant à la radio, bien évidemment, l'avenir nous le dira, mais je ne suis pas sûre que de vouloir rajeunir son audience en se mettant au numérique, à l'humour et au sport, c'est certainement des bonnes solutions, mais est-ce que c'est bien répondre au fait de vouloir rajeunir, étant donné que les seniors se mettent eux aussi au numérique, ils ont aussi de l'humour et ils pratiquent aussi le sport. Donc tout ça pour dire, je pense qu'il est important d'éviter les caricatures et que certains raccourcis peuvent répondre à des besoins ou à des notions de marketing, mais qu'il peut y avoir des impacts qui peuvent être très lourds de conséquences. Enfin, pour finir de planter le décor, c'est aussi un exemple qui me touche plus particulièrement. Mes beaux-parents, septuagénaires, octoagénaires, pendant la canicule, on est venu les chercher. Des gens bienveillants de la mairie qui sont venus les voir en leur disant « Venez prendre le frais au cinéma ». Je peux vous dire qu'ils ont été bien reçus, qu'ils étaient particulièrement vexés parce qu'ils ne se sentaient pas du tout concernés. Pourtant, la démarche, encore une fois, était tout à fait légitime. Donc, parler de segmentation pour les seniors, oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut être vigilant et au-delà de l'âge pur et dur qui est marqué sur notre carte d'identité, je pense qu'il faut plutôt enrichir la segmentation par des notions de rupture de vie, de changement de vie que nous avons tous au cours de notre parcours. Alors je fais référence aux enfants qui grandissent
qui quittent le domicile, qui vont vivre leur vie de leurs propres ailes. Je pense au départ à la retraite, qui est pour beaucoup une rupture qui peut être anxiogène. Je pense aussi à la maladie, voire à la dépendance. Et puis, d'une façon plus, entre guillemets, simple, basique, je pense au corps qui, au fil de l'âge, se transforme et qui fait appel, du coup, à des changements dans notre façon de nous habiller. Donc, pour parler de rupture, il y en a une qui nous concerne moins aujourd'hui, mais qui a été très présente il y a quelques années. C'était la rupture qui concernait la Seconde Guerre et en particulier pour le vêtement. Les femmes nées avant-guerre portaient des robes, celles après-guerre portaient des pantalons. C'était la guerre aussi, chemise de nuit versus pyjama. Donc je pense que ces ruptures-là, plutôt que d'âge, sont bien plus intéressantes à prendre en compte quand on veut parler d'une segmentation. Donc j'ai essayé aussi, pour répondre à cette question, de lister quelques éléments qui peuvent distinguer et qui peuvent différencier les seniors. Parce que je pense qu'il faut être ouvert, à l'écoute, regarder, s'inspirer. Et après, de toute cette matière, il faut ajouter les petits plus qui distinguent et qui différencient les seniors. Donc, ce que j'en retiens, moi, c'est que les seniors, je pense, n'ont plus rien à prouver. Ils sont plutôt à la recherche d'un confort de vie dans leur quotidien. Ils sont à la recherche d'un équilibre de vie. Je pense que pour les seniors, l'être est plus important que le paraître. Les seniors ont du temps, mais ils ne le gaspillent pas. Ce sont des experts. Alors, à prendre en compte, c'est que les seniors ont derrière eux des décennies d'achat. Donc, qui dit expert, qui dit expertise, dit exigence. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on veut présenter, vendre aux seniors, il faut savoir de quoi on parle, il faut développer de la technicité, du savoir-faire, avoir de la valeur ajoutée à nos offres. Il ne faut pas leur vendre du rêve, il faut que ça soit du rêve accessible. Les seniors achètent raisonné et raisonnable. Ils ne veulent surtout pas être ghettoisés. Ça, je pense que c'est très important à retenir dans les démarches commerciales auprès des seniors. Ils ne sont pas réfractaires aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances, pourvu qu'elles soient porteuses ou porteurs de sens. Important de souligner aussi que les seniors lisent, donc il faut soigner les contenus, soigner le rédactionnel, apporter du conseil, ne pas hésiter à donner de l'info. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les seniors est une population qui est fidèle lorsqu'elle est satisfaite de l'enseigne, de la marque qu'elle fréquente. Plus la personne vieillit, plus elle est fidèle si elle est satisfaite. Donc c'est intéressant parce qu'à l'ère du digital, on s'aperçoit qu'on est souvent sur des populations qui sont des internautes très zappeurs, zappeuses. La cliente, le client senior est plutôt fidèle quand il est satisfait. Puis un petit clin d'œil que j'aime bien faire aussi pour terminer un petit peu ce rapide portrait, c'est de dire que les seniors sont gais, les seniors sont joyeux, donc ça peut tout simplement se traduire dans vos propos, dans nos propos, dans nos offres, par apporter de la couleur. Les seniors ne sont pas tristes et je pense que ça, c'est le petit détail et ça peut être le petit plus qui parfois fait la différence. Merci Madame Chavant pour cette présentation très complète déjà. Vous nous avez déjà un petit peu décoiffé, hein. Vous êtes allé à brousse-poil de certaines idées qu'on peut avoir sur ce monde des seniors. De chaque côté de vous, il y a deux messieurs qui vont sans doute vouloir réagir. On va donner la parole à François Monboisse pour commencer. Vous avez entendu comment Madame Chavant
fait la segmentation. Elle a parlé des ruptures dans le parcours de vie qui fait que on passe peut-être d'une tranche d'âge à une autre, qu'on devient un peu plus senior. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'a dit Madame Chavant, Monsieur Monboisse? Il faut bien distinguer senior et senior. Et vous les distinguez comment? Vous les catégorisez comment? Alors je m'y retrouve d'abord parce que j'ai 58 ans, donc c'est familier. Non, je crois qu'il faut distinguer les catégories, ce qui a été dit. Donc soit c'est par âge, soit c'est par situation familiale, mais les plus de 50, c'est une catégorie immense. Sauf erreur, c'est la moitié des adultes en France, donc c'est gigantesque. Nous, on distingue 50-65 et 65 et plus, ce qui fait quand même une différence, et c'est la rupture du travail ou pas, en fait. 50-65, c'est les actifs en fin de carrière, voire déjà des pré-retraités. 65 et plus, c'est des gens qui ne travaillent plus, ce qui fait une grosse différence dans le temps disponible pour acheter ou pour faire du shopping. Alors, on mesure avec Médiamétrie tous les 3 mois le taux d'achat sur Internet. C'est-à-dire qu'on mesure sur 100% des gens qui ont Internet, qui sont connectés, combien achètent. Ce pourcentage, il est de 80% pour la population française. Chez les 50-65, il est de 79%, et les 65 et plus, il est de 78%. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Et les plus grosses croissances depuis 2-3 ans, c'est chez les retraités et chez les 65 et plus, qui, il y a quelques années, étaient très en retard en termes de taux d'achat sur Internet et qui maintenant rattrapent énormément. Pour l'anecdote, le point déclencheur, souvent pour les grands-parents, d'avoir Internet, c'est d'avoir les photos des petits-enfants ou les vidéos rapidement, instantanément, du côté un peu magique, le soir même, pouvoir regarder des photos des enfants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que les gens ont Internet, ils achètent. Il n'y a pas vraiment de différence. En fait, les classes d'âge qui achètent le moins sur Internet, c'est les 18-25, parce qu'ils n'ont pas d'argent. En France, les gens les moins riches sont les 18-25. Et j'en viens à un point essentiel sur les seniors qu'on n'a pas abordé, c'est que c'est une catégorie qui a plus d'argent que les autres. On a fait une étude, donc avant les attentats, sur les intentions d'achat de Noël. Et là où la population française pensait dépenser, enfin les adultes de plus de 18 ans, 200 € sur Internet au moment de Noël, les 50-65 annonçaient 245 €, et les 65 et plus, 265 €. Alors on peut se dire que c'est parce qu'il y a les petits-enfants, etc. Mais enfin, globalement, ce sont des gens qui achètent, et qui achètent beaucoup. Tout ce qu'a dit ma voisine est vrai sur la fidélité. Moi, j'ai travaillé dans des marques de grande consommation qui souvent visent les jeunes, parce que les jeunes, enfin, ce qu'on disait chez Procter, sont à des âges où ils changent de marque. Et une consommatrice de 50 ans qui a une lessive donnée, elle ne changera plus. Ou ça va être très très difficile de la faire changer parce que c'est une habitude, et en gros parce qu'elle ne veut pas s'embêter la tête à avoir à réfléchir à quelle marque on achète. On sait qu'on aime tel produit, ben on est fidèle à ce produit. Alors, pour les marques sur Internet et les distributeurs sur Internet, c'est une cible intéressante, donc il y a beaucoup de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'achètent ces gens? Ils achètent la même chose. Les 4 grosses catégories de produits en tête des achats sur Internet, c'est textile et chaussures. Ensuite, c'est tout ce qui est voyage, à la fois les billets de train, bien sûr, comme tout le monde, et puis les voyages loin, les semaines, les séjours, tourisme. C'est les produits high-tech qui sont achetés sur Internet de manière forte et en tout cas recherchés sur Internet. Si c'est un achat magasin, c'est des gens, et en particulier les seniors qui ont du temps, plus de 65, les retraités, qui vont arriver dans le magasin avec des fiches déjà imprimées en disant voilà, j'ai bien regardé, j'ai envie d'acheter tel produit, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'ai travaillé à la FNAC, comme ça a été dit. Oui, oui. C'est un gros changement d'attitude. Avant, les clients allaient à la FNAC en disant j'ai envie d'acheter un appareil photo, qu'est-ce que vous me conseillez? Maintenant, ils arrivent en disant voilà, j'ai regardé, je pense que c'est Emile Nolta 1, 2, 3, 4, est-ce que vous êtes d'accord et à quel prix vous le faites? Parce que sur Amazon, il est à tel prix. C'est ça qui a changé. Et les seniors sont des gens qui ont le temps et qui s'informent beaucoup et qui arrivent en magasin en ayant beaucoup plus de connaissances déjà grâce à Internet. Monsieur Monboisse, pour autant, vous êtes en train de dire finalement il n'y a pas vraiment de différence dans le parcours d'achat des seniors entre les actifs, 40-45 ans, et puis les jeunes seniors. C'est qu'à un âge très avancé qu'il va y avoir une rupture dans le parcours d'achat d'autres habitudes. Jusqu'à 60 ans, 40-60 ans, même combat? Je ne dirais pas qu'il y a une rupture, je dirais comme ça a été très bien dit, que c'est des gens qui ont plus d'expérience, qui seront plus difficiles à convaincre et qui ont plus de temps pour analyser les produits. Des gens de 35-50, en général, sont des gens actifs, qui n'ont pas beaucoup de temps et qui n'ont pas beaucoup de temps consacré à acheter des produits. Il faut que ça aille vite parce qu'il y a autre chose à faire. Un senior aura plus le temps de peser son achat.
Et genre, la dernière étude, on a fait une étude en septembre sur les raisons d'acheter sur Internet par rapport au magasin. On n'a pas trié par âge, mais il y a un chiffre qui doit être, à mon avis, plus élevé sur les seniors. C'est dans les raisons d'acheter sur Internet. La première raison, c'est tout ce qui est prix. C'est-à-dire, en gros, c'est moins cher et je peux plus facilement comparer les prix et faire des bonnes affaires. Avec les comparateurs, il n'y a pas besoin d'y aller. Et la deuxième raison, sur toute la population, c'est j'évite la foule des magasins. Et ça, je suis persuadé que pour les seniors, c'est encore plus important. J'évite de me déplacer, j'évite de me garer, j'évite le stress d'avoir des foules dans les magasins. On a vu que pour les soldes sont de plus en plus sur Internet, parce que le plaisir, entre guillemets, d'aller dans la cohue pour faire des bonnes affaires, les gens qui peuvent le faire de chez eux le font. Donc c'est ce qui me fait dire que, comme dans la plupart des pays, en fait, le e-commerce va être de plus en plus important pour les seniors, surtout pour des raisons de mobilité ou géographiques, des gens qui habitent dans des campagnes ou pour qui se déplacer dans un grand magasin avec du monde, c'est pas quelque chose d'agréable. Alors on va y revenir assez largement sur le e-commerce. Je me retourne de nouveau vers Madame Chavant avant de passer la parole à Monsieur Beiss. Est-ce que vous êtes d'accord, Madame Chavant, pour dire que c'est un Eldorado le commerce enfin, les seniors sont un vrai Eldorado pour le commerce ou pas? Est-ce que c'est un marché facile ou non? On y va, on s'y lance facilement, hardi petit, ou est-ce que c'est pas si simple que ça quand même? C'est une bonne question. C'est une bonne question et a priori on pourrait penser que c'est un Eldorado. D'ailleurs beaucoup je pense pensent que c'est le jackpot. Comme l'a dit donc mon voisin, les seniors ont du temps, les seniors ont peut-être un peu plus d'argent. Mais il ne faut pas oublier que les seniors ont pris et prennent d'autres engagements. Donc le temps qu'ils ont, ils le dédient aussi à leurs petits-enfants. Enfin, quelquefois, ils subissent la présence des petits-enfants. Oui, on les appelle les chicoufs. Chic, ils arrivent, ou ils repartent. C'est ça ce que vous voulez dire? Oui, c'est surtout qu'ils servent de nounou à part entière et c'est plus tellement pas uniquement pour le plaisir. Donc, c'est la galère. Il y a quand même le temps qui est dédié aux petits-enfants. Ils dédient aussi du temps aux associations, ils donnent aussi aux autres, donc du coup leur temps libre, ils ne le consacrent pas totalement à acheter. Ensuite, quand on parle de moyens, les seniors accompagnent aussi leurs proches, enfants, petits-enfants, donc l'argent disponible n'est peut-être pas aussi important que ce qu'on peut imaginer. Comme on l'a déjà un peu rapidement dit précédemment, c'est une population qui n'est pas simple parce qu'elle est compliquée, multiple, des comportements assez différents. Je rappelle, il ne faut pas les ghettoiser, il ne faut pas qu'ils se sentent coincés, enfermés. Donc, par rapport à ça, il ne faut pas oublier aussi, sont des experts, ils sont exigeants. Néanmoins, j'ai identifié au cours de mon expérience professionnelle, quelques points d'ancrage qui peuvent être intéressants. Comme je le disais, les seniors suivent les tendances, mais il faut qu'elles soient porteuses de sens. Je fais référence aux nouvelles technologies, ils ne sont pas réfractaires à Internet, on a eu des chiffres. Tout ce qui touche mobile, Skype, en revanche, je pense que les seniors sont moins Twitter, sont moins Instagram. Les seniors, c'est le prendre soin de soi. Donc ça touche tout ce qui peut, le bien-être, tout ce qui touche le yoga, la sophrologie, la marche, toutes ces activités dites douces. Il y a le faire attention à l'autre, avec tout ce qui touche au partage, à l'entraide. D'un point de vue plus terre-à-terre, plus mode, commerce, textile, je dirais qu'il y a un élément important, je fais encore référence à la rupture retraite. La rupture retraite est un moment où les seniors changent leur vestiaire, en particulier les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent un vestiaire très formel. Je schématise en disant costume-cravate et ils passent au jean tennis. Ils se lâchent. Vous êtes en train de nous dire que le senior se lâche. Vous voyez, autour de nous, il y a pas mal de cravates encore, mais il y a systématiquement il fait très chaud dans la salle, on aurait pu les retirer. Mais bon. Des vestes et des costumes. Donc l'homme avait un vestiaire pendant son activité professionnelle souvent plus formel. Et au moment de la retraite, il change. Il y a aussi ce côté mode dans l'air du temps. On veut, c'est pas parce qu'on est senior qu'on veut pas être dans l'air du temps, mais avec, encore une fois,
un soin à apporter au produit. Donc un soin, par exemple, la praticité, le confort. La praticité sont les matières, les compositions des produits. Je fais référence coton acrylique versus cachemire. Pourquoi? Parce qu'un cachemire, ça ne se lave pas, ça ne passe pas en machine. Et ce n'est pas parce qu'on est senior, ce n'est pas parce qu'on a du temps qu'on a envie de laver son cachemire à la main. Je fais référence aussi au confort, favoriser l'élastane, favoriser les astuces, exemple, les tailles élastiquées, les ceintures réglables, les statures, les multistatures. Ce qui est intéressant aussi, quand on parle de rupture dans la vie, ça touche le mobilier. Les enfants qui quittent le domicile, qui quittent la maison, soit c'est un moment pour changer de domicile, ou si on reste au même endroit, souvent on relook son intérieur parce qu'on n'a plus besoin d'une immense cuisine, d'un immense frigo. On a envie d'enlever l'armoire de famille normande et de passer à du mobilier que je qualifie plus de mobilier nomade, de mobilier qui soit plus du modulable. Après, il y a toute une nouvelle gamme de produits spécifiques. Alors, on ne va pas tous les passer en vue, madame. Non, mais vous en avez encore 2 ou 3 importants à nous donner. Allez-y. Parce que là, vous passez toutes les pièces en vue, Non, parce que j'en ai pas beaucoup. Juste le dernier point, ça permettra de passer la parole à mes voisins. Ce sont des produits plus spécifiques qui touchent la santé, le bien-être et qui parlent même de l'après, à savoir la dépendance. Donc ça, je pense que c'est très important. Mon conseil, de toute façon, c'est de rester pragmatique, à l'écoute, de ne pas se réfugier derrière les statistiques, derrière les analyses, mais d'être vraiment à l'écoute sur le terrain et finalement de proposer des produits justes en parlant vrai. Proposer des produits justes en parlant vrai. Beau conseil, donc un beau marché, ce marché des seniors. Pour autant, Monsieur Bass, d'après vous, est-ce qu'on est bien armé pour attaquer ce marché des seniors, pour se mettre dans les pas de leur parcours d'achat en France par rapport à d'autres pays? Oui ou non? On est bon ou on n'est pas bon? Non. On n'est pas bon. Vous m'entendez? Non. Bon, ben voilà, merci. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on n'est pas bon? La raison principale, c'est que lorsqu'on regarde le marché santé bien-être au sens large, et particulièrement pour les seniors, dont je fais partie également, donc je suis en jean aujourd'hui, je m'en excuse, Eliane, on se rend compte que on a un vrai déficit en France qui est à la fois culturel et industriel. Le déficit culturel, c'est que dès qu'on touche à la santé en France, on a le réflexe, c'est gratuit, c'est la Sécu, et on se repose sur les professionnels de santé, les médecins. Or, dans les autres pays européens, il y a ce qu'on appelle le drug free, donc se soigner sans médicaments, qui est extraordinairement développé. Et il s'est développé aussi parce qu'il n'y avait pas cette culture des soins gratuits qui passent par la Sécu et le médecin. Donc on a des tas de solutions qui existent aujourd'hui de produits qui rendent la vie plus facile, qui permettent de se maintenir en bonne santé, de bien vieillir, voire d'accompagner aussi des traitements qui peuvent être, pour le coup, chimiothérapiques. Mais en l'occurrence, qui sont finalement peu connus ici. Il y a un deuxième aspect des choses, qui est que dans le marché français, j'en parlais tout à l'heure, comme c'est peu développé, les industriels, c'est qui? Ce sont fondamentalement des gens qui sont allemands, norvégiens, suédois, voire des Américains, des Nord-Américains, qui passent par des importateurs. Ce qui veut donc dire que ce sont des gens qui ont peu de structure en France, donc qui communiquent peu. Et on sait très bien qu'un marché, pour qu'il puisse se développer, encore faut-il que des acteurs de l'ensemble de la filière communiquent sur les produits, sur les bénéfices qui peuvent être apportés, et qu'ensuite on puisse les trouver quelque part. Voilà. Donc nous, on est dans cette espèce de croisée de chemin assez passionnante, mais en étant confronté tous les jours à finalement cette difficulté d'avoir peu de soutien de la part des industriels qui fournissent des produits, parce que peu de fabricants français, et même les fabricants français sont souvent des petites structures avec peu de moyens marketing commerciaux. Alors quand on parle de la perte d'autonomie, par exemple, c'est encore plus marquant que pour des seniors, jeunes actifs ou juste retraités encore en bonne santé, parce que là, en plus, on est dans des produits qui sont, passez-moi l'expression, quand même extrêmement, encore aujourd'hui, stigmatisants. On n'a pas encore inventé les roses WC de couleur, comme un Français l'a inventé, il l'a fait pour les douches, par exemple, Easy Shower, pour ne pas le citer, qui n'est pas un partenaire commercial, donc je suis très à l'aise pour le citer, qui a eu l'idée de dire, je vais faire des douches avec des contre-typages de matière, en beige et en marron flammé, parce que les salles de bain des Français, dans les années 60-70, c'était en beige et en marron flammé.
Voilà, donc il a eu l'idée. Vous avez comment remarqué comme faire des pommes de douche avec des têtes de Dark Vador, monsieur. Voilà, Maintenant, absolument. On peut quand même évoluer quand même. Hein. Oui, oui, c'est Et l'an évolué. dernier, il y avait une conférence un peu sur le même thème. On nous a expliqué qu'au Japon, on pouvait faire des cannes et des déambulateurs complètement customisés, un peu comme les voitures. Donc il y a des idées quand même. Il y a des idées, et l'exemple de la canne est un exemple que j'adore, puisque effectivement j'ai découvert il n'y a pas très longtemps à un salon en Allemagne une canne avec un petit pommeau, et au bout du pommeau, en fait, vous avez une petite lampe qui peut être articulée avec des LED. Il y a un petit signal lumineux quand on traverse la rue, ça permet d'être vu pour les piétons. Et vous avez même un petit signal d'alarme. C'est génial, c'est juste dommage que ce soit des Taïwanais qui l'aient fait et qui passent par des importateurs en Europe qui du coup ne communiquent pas sur le produit. C'est un très bon exemple. Donc vous êtes en train de nous dire finalement on ne sait pas trop encore leur parler à ces seniors pour aller pour les capter, pour leur vendre ce qu'on voudrait leur vendre. On n'est pas encore tout à fait au point, hein. C'est bien ça. Rendons quand même à ce pays au moins les gages de l'intelligence. Je pense que l'intelligence, il y en a. Des bonnes volontés, des bonnes idées, il y en a beaucoup. On participe pas mal de colloques, il y a toujours des très bonnes idées qui sont véhiculées. Après, c'est juste, effectivement, quelles sont les forces disponibles pour que ces bonnes idées puissent être communiquées, véhiculées, entendues, comprises. Voilà. Et c'est là que c'est vrai que sur ces marchés, on est quand même un petit peu dans des maillons un peu faibles. Alors, autre question à votre intention et à celle de M. Monboisse. Qu'est-ce que vous conseillez comme canaux de distribution pour les producteurs de biens et de services vis-à-vis de ces seniors? On va revenir largement sur le e-commerce, mais vers quoi on doit aller aujourd'hui? On fait quoi? On fait du commerce de proximité, on fait de la grande surface, on fait de la livraison à domicile, on fait quoi? François, vous voulez répondre le premier ou je réponds le premier? Monsieur Monboisse. Ça dépend ce que vous vendez. Si c'est des produits qui n'ont pas besoin d'être vus, touchés, sentis, vous pouvez très bien faire Internet. Sinon, il faut être distribué physiquement. Je ne pense pas qu'il y ait une différence, encore une fois, entre les seniors et les pas seniors là-dessus. Monsieur Weiss. Alors, nous, on a l'expérience d'avoir à la fois du magasin physique, de l'Internet, évidemment, de la boutique de e-commerce et de la télévente. On se rend compte que finalement, d'avoir les trois canaux finalement disponibles pour nous est un vrai plus pour transformer un certain nombre de ventes. Alors c'est un vrai choix aussi d'investissement. Un magasin, ça coûte cher, surtout dans les produits santé bien-être. Jusqu'à la perte d'autonomie, il faut de l'espace, il faut du mètre carré. Donc ce sont des loyers, des baux qui sont très importants. C'est sûr que le commerce est plus économique a priori, même si aujourd'hui, nos amis de Google et consorts font qu'on doit investir 10 à 15% de notre chiffre d'affaires en communication pour être visible sur le web. Ce qui est quand même aujourd'hui fait que l'Internet, par rapport à un magasin physique, n'est plus le canal économique dont on parlait avant. Donc finalement, Internet nous sert à quoi? 1, à toucher des gens qui sont loin de notre magasin physique. 2, de pouvoir introduire facilement des produits donc, différents, nouveaux, avec beaucoup de contenu, avec des vidéos, avec du rédactionnel. Donc dans ce travail d'information dont je parlais tout à l'heure. Et autre point aussi, le e-commerce, c'est quand même aussi, disons-le, un support qui permet de présenter ce qu'on appelle l'inavouable. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que c'est que l'inavouable? C'est que par exemple, lorsque je dois acheter des protections urinaires parce que j'ai été opéré de la prostate et que j'ai donc des fuites, aller l'acheter à la pharmacie du village, de la ville, du quartier ou au supermarché local, c'est quand même pour le coup pas une expérience très agréable à vivre. Donc la vente à distance permet de faire livrer chez soi des colis qui sont en plus filmés en noir, totalement anonymes, et donc d'avoir sur ces produits qui sont donc ce que j'appelle de l'inavouable, de pouvoir l'acheter en toute sérénité, en toute confiance. Pour autant, jusqu'où le e-commerce? Parce que quand on prend de l'âge, on est isolé, le conjoint malheureusement a souvent disparu. Est-ce que les gens ont envie, en vieillissant, de passer leur temps devant la tablette, devant le mobile, devant l'écran de PC? Est-ce que jusqu'à quel âge ça peut aller le e-commerce? Il n'y a pas une limite à ça face aux besoins de communication des gens avec du vivant, avec des vrais commerçants en chair et en os? Je suis en chair et en os et mes collaborateurs aussi. Donc on a aussi la télévente, alors le contact téléphonique. Souvenir qu'en vente à distance, et Égal le confirmera, on a eu quand même pendant longtemps à la Redoute, aux 3 Suisses, etc., chez Damar, de l'achat à distance par des plateformes d'appel. Bon, ça existe toujours. Voilà, alors on entend les gens, bien sûr, ça c'est quelque chose. On a toujours des vrais gens. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la distribution physique traditionnelle aujourd'hui, il n'y a pas à ce jour véritablement d'enseignes de distribution diffusées, réparties, connues sur le territoire national qui proposent les produits, les services du bien-être pour tous qui vont de 20 ans à 95 ans. D'accord. On est soit sur des petites structures locales très spécialisées, perte d'autonomie. Mais voilà, la grande distribution ne s'est pas accaparée de ce sujet. Donc il y a aussi un vide dans le marché. Donc ce vide, il va être construit progressivement.
peut-être que dans 20 ans, 25 ans, chez Darty, on trouvera des appareils de pressothérapie, de magnétothérapie et d'autres produits de ce type. Des téléagrandisseurs pour ceux qui souffrent de DMLA, par exemple. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour eux, c'est pas suffisamment mass market. Donc voilà, on est dans un mouvement. Voilà, le temps fera son œuvre. Monsieur Carré, Michael Carré, vous vouliez réagir. Vous faites des études, vous, auprès de grandes marques. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Oui, juste 2 remarques, effectivement. Sur la partie e-commerce, je pense que la peur se cristallise surtout sur le numéro de carte bancaire. Et effectivement, le fait que l'opérateur, le site, puisse conserver ce numéro fait très peur et donc est un obstacle pour l'instant à ce mode de commercialisation. Et par ailleurs, les plateformes de e-commerce en elles-mêmes n'étaient pas forcément tout le temps adaptées en termes même d'interface machine, ce qu'on appelle le canal de vente là, par le web, mais ça commence à changer. L'autre remarque, c'est sur la tendance que j'observe, on va vers la distribution de masse. Vous avez peut-être noté que des banques comme BNP commencent à vendre de la téléassistance. La Poste, qui faisait sa conférence juste avant, qui vend des services par l'informatique adaptée. Le groupe Boulanger est présent avec ses services à la personne BEDOM et vend des packs de formation à l'informatique pour pouvoir justifier la vente de tablettes tactiles aux seniors. Donc, le CIC, par exemple, avec sa filiale EPS, qui vend de la sécurité à domicile, donc des capteurs anti-voleurs, entre guillemets, et qui, en ajoutant de l'algorithmique dans ces mêmes capteurs domotiques déjà présents au domicile des personnes âgées, les transforme en détecteurs de chute pour déclencher des alertes automatiquement. Donc globalement, on a une tendance, ou Leroy Merlin, enfin, on a plein d'exemples à donner sur cette distribution de masse. Je reviendrai vers vous dans quelques instants, monsieur Carré, mais avant, je vais donner la parole. On va donner 2 coups de projecteur à des produits ou à des enseignes qui ont su s'adapter au parcours d'achat des 50 ans et plus, avec donc deux intervenants. Madame Beurdelet, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui représente Center Park, et puis monsieur Jean-Philippe Arnoux, qui représente La Paire, ou plus précisément Vita Confort. Alors, question en alternance à vous deux. Je suis désolé, je suis dans votre dos, je ne vous vois pas, mais je vous devine. Hein. Voilà, bonjour. Voilà. À quel type de... Alors, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de vos produits, en quelques mots, ce que vous proposez aux seniors, aux 50 ans et plus, à quel type et puis que vous nous disiez à quel type de seniors ces produits et ces services s'adressent. À partir de quel âge vous placez la barre? On commence par Madame Beurdelet, honneur aux dames. Qu'est-ce que vous leur vendez aux seniors? Alors déjà un petit préambule sur ce qu'est Center Parks. Notre offre, ce sont des domaines dans lesquels on a une partie d'hébergement avec des cottages qui sont en plein cœur de la nature. À environ 2 heures d'une grande agglomération, et sur le domaine on a la possibilité de faire toute une série d'activités à la carte pour tous les âges. Donc ça va de l'activité enfant, du baby massage, à l'activité spa pour plutôt les adultes, et toute une série de services aussi qu'on propose. L'idée étant qu'on n'est pas sur du all inclusive, on est vraiment sur une dynamique où les gens choisissent et customisent totalement leur séjour. Et ce qu'on cherche à proposer dans notre concept, c'est un cadre dans lequel les gens puissent se reconnecter avec leur famille, leurs amis. Et c'est vraiment ce qui est recherché par notre clientèle. Et en ce sens, on a quelque chose de très attractif pour les seniors, et nos seniors à nous, qu'on n'a pas trop l'habitude d'appeler comme ça d'ailleurs, même en interne. C'est surtout des grands-parents qui ont envie de faire un cadeau à leurs petits-enfants, de leur faire un plaisir et de se retrouver dans un environnement dont ils savent qu'il est sécurisé. Ça, c'est quand même une notion qui est importante. La sécurité, effectivement, il y a des grands-parents pour qui garder leurs petits-enfants, c'est un peu le calvaire. Nous, on essaie de proposer une offre qui leur permet de vivre un moment qui est sympa, agréable, dans lequel aussi eux pourront faire des choses pour eux-mêmes. On a par exemple des activités de marche nordique, on propose des baignades aussi dans notre grand espace aquatropical réservé du coup aux personnes plus âgées. Mais c'est vrai alors, que... il y a des grands toboggans sous vos bulles tropicales, des toboggans qui vont assez vite. Vous ne les avez pas adaptés pour les seniors quand même. On peut y aller jusqu'à quel âge là? Alors, il n'y a pas de limite d'âge. En tout cas, pas dans ce sens-là. Mais effectivement, ceux qui les pratiquent sont en général ont un petit peu moins de 80 ans. D'accord. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent être dans la pataugeoire. Enfin, on a des espaces de bassin dans ce grand espace aquatique qui est tout à fait adapté pour eux. D'autant que nos cottages, eux, sont quasiment tous en rez-de-chaussée, donc tous accessibles aussi.
pour les personnes en mobilité réduite, les personnes âgées, etc. Exactement, D'accord. et même dans notre dernier parc, on a fait des cabanes dans les bois et on en a même réalisé pour justement les personnes à mobilité réduite parce qu'il n'y a pas de raison que ce type d'expérience qui est vraiment original et qui fait plaisir à toute la famille soit réservé à une certaine population. Donc c'est vrai que dans notre approche, nous, on ne fait pas vraiment de distinction spécifique sur cette cible. On ne va pas parler d'âge, on va davantage parler de comportement d'achat et de séjour qu'on a envie de vivre. C'est ça qu'on va surtout mettre en avant. Monsieur Arnoux, La Paire, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Vita Ouais, Confort, on connaît un peu moins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre groupe? Vous avez Alors- inventé de nouveaux produits? Racontez-nous un petit peu. c'est une longue histoire. Moi, La Paire est une filiale du groupe Saint-Gobain, qui est principalement un groupe B2B, leader, je dirais, du bâtiment en Europe, numéro 2 mondial, qui travaille principalement donc, sur la structure du bâtiment. Et La Paire, en fait, c'est une bulle de B2C dans ce marché, qui est une boîte qui a 83 ans, et typée sur des produits vraiment, qui étaient typés sur vraiment des produits traditionnels. Donc, on avait des jeux de mots entre nous. C'est La Paire, la grosse moulure, parce que c'était vraiment très typé bois ancien, bois massif, et ainsi de suite. Et puis il y a eu des décennies où effectivement de grands, je dirais, concurrents sont arrivés, pour ne pas les citer, sur le jeune habitat et ainsi de suite, et où La Paire s'est remis en cause. Alors La Paire a une spécificité, c'est qu'on est à la fois industriel et distributeur. On a 10 usines en France, 5 qui fabriquent des fenêtres et 5 qui fabriquent des escaliers, des portes, des meubles. Donc une grande culture de R&D. Et puis les magasins La Paire proposent des solutions d'aménagement de l'habitat, sur des fenêtres, des portes, toute la partie extérieure, mais également tout ce qui est aménagement, dressing, voilà. Quand je suis, moi, arrivé donc, à la tête du marketing de La Paire en 2010, j'ai fait un petit peu l'inventaire des bénéfices de confort qu'on pouvait apporter à nos clients, mais sans vraiment segmenter, en disant, bon, ok, donc performance thermique, performance acoustique, harmonie des couleurs, sécurité de l'habitat. Et puis j'avais commencé à adresser le sujet de l'adaptation de l'habitat au vieillissement de la population, simplement en disant, on ne peut pas se prétendre être parmi les leaders de l'aménagement de l'habitat sans, à un moment donné, aborder ce sujet-là. Bon, déjà, première guerre en interne avec la communication. Comment? T'es fou? Tu veux parler de vieux, de handicapés, tout ça? C'est impensable, donc on n'en parlera pas. Bon, hein. Donc j'ai passé pas mal de temps avec mes équipes, pendant 3 ans, à comprendre surtout les freins. Pourquoi, en fait, les gens se disaient, pourquoi je n'adapterais pas mon habitat? J'irais pas un peu plus loin dans l'évolution de ma salle de bain, de ma cuisine? Et le constat a été assez simple, c'est que les gens identifient l'adaptation de l'habitat au handicap, qui a été à peu près la seule chose normalisée aujourd'hui dans le bâtiment. Donc c'était la loi de 2005, on parle des ERP et ainsi de suite. Et donc il y avait un côté stigmatisant très fort. Donc l'idée, c'est comment on arrive à faire tomber ces freins. Nous, on intervient sur des produits immeubles par destination, on est très loin de l'achat réfléchi. De l'achat, pardon, d'impulsion, c'est vraiment de l'achat réfléchi. Et donc on a fait des groupes de travail avec des usagers, des aidants, des ergothérapeutes, puisque dès qu'on touche le bâtiment, c'est pas le tout de vendre des produits, c'est pas le tout de les inventer, il faut les installer et que également ça suive parfois une évolution qui va jusqu'à la pathologie de l'habitant ou de l'usager. Et donc on a croisé le chemin de la Discool de l'école des ponts, on est parti dans une logique d'innovation produit pour aller vraiment au tréfond de ce que nous demandaient alors les seniors, mais pas que. Je fais le même constat que vous, je dirais, nous aujourd'hui on désegmente complètement pour parler du confort pour tous. C'est-à-dire qu'effectivement, on part de ce qu'on appelle à l'école des ponts, avec les bureaux d'études de La Paire, de l'utilisateur extrême, donc qui a énormément besoin de confort, pour en faire de ce qu'on appelle après du design universel, accessible à tous, et qui peut le plus, peut le moins, du moment qu'on arrive à trouver un modèle économique qui permet de faire des produits de masse accessibles en termes à la fois économiques, et j'en reviens effectivement à la remarque sur le marché, subventionné pour que ça disparaisse demain. Et donc on s'est vraiment lancé dans une campagne d'innovation produit depuis à peu près 3 ans. Comment Maintenant, pardon, je vous en prie. donc Finissez, des monsieur. magasins, alors j'entendais tout à l'heure la notion de, effectivement, ils fuient les magasins où il y a de la foule, et dans les magasins La Paire, le samedi, il y a foule. Et effectivement, ils ne sont pas vraiment dans un environnement, je dirais, serein, pour effectivement passer sur un achat qui est impactant d'un point de vue économique, et puis qui va changer aussi beaucoup les habitudes de vie. Deuxième constat, est-ce qu'on a les forces de vente aujourd'hui dans nos magasins capables d'écouter, capables d'une certaine empathie, alors sans condescendance, on n'est pas là pour plaindre les gens, hein, on est là pour comprendre. Est-ce qu'on a les compétences parfois paramédicales? Est-ce qu'on est capable de faire des partenariats avec les ergothérapeutes? Tout ça, on n'avait pas.
Donc d'où qu'à un moment donné l'idée de créer une nouvelle enseigne, parce que c'est beaucoup plus facile de partir d'une feuille blanche que d'essayer d'en détordre une qui a déjà 83 ans. Elle ne changera pas ses habitudes, elle évoluera plus lentement. Et pour imaginer une vision de la silver economy qui est beaucoup basée sur le service. Il y a une relation institut-personnée très forte. Aujourd'hui, dans le bâtiment en tout cas, dans l'aménagement de l'habitat, ils veulent toucher. Ils veulent se projeter dans une expo, voir comment sera leur salle de bain de demain. Ils veulent voir les bénéfices d'usage. Ils veulent qu'on leur montre toutes les astuces qu'on a pu mettre dans les produits. Ils découvrent énormément de choses. En fait, l'offre est carrément méconnue. Vous posez la question aux gens, dans 70% des cas, ils ne pensent qu'à la salle de bain. Et puis ils vont vous parler de sièges de douche et de barres de maintien. Mais aujourd'hui, dans les nouveaux magasins Vita Confort, on n'a pas loin de 1500 références d'aides de confort où on a intégré effectivement les notions de couleur, où on jette un regard différent, on intègre le handicap, on intègre aussi l'enfance, parce que je dirais à un moment donné, je prends toujours un exemple simple, une petite aide de confort qui est un ouvre-bouteille ergonomique, qui permet de tourner une bouteille. Voilà. Ça va très bien pour un enfant de 7 ans comme un enfant de 77. Donc voilà, il y a vraiment un changement de regard culturel. J'ai noté, on amenait des solutions, des aides, ce qu'on appelait des aides techniques dans le jargon professionnel, à une pathologie. Vous dites ça à un senior, tout de suite, c'est même pas de la peine de le dire. Bon, effectivement, le senior ne vient pas venir chez nous sur ordonnance, ça c'est clair. Et donc, à nous de le séduire par de l'innovation produit, des bénéfices d'usage très clairs, un discours très clair, et je suis entièrement d'accord. Alors, on ne peut pas leur mentir. Ils ont du temps pour regarder, ils ont du temps pour comparer. Et donc, vraiment leur montrer le bénéfice que ça va apporter au quotidien. Alors, question pour vous, monsieur, et pour madame Beurdel également. On s'adresse comment à eux? Comment on fait de la pub et de la com auprès des seniors pour leur dire on a conçu des gammes de produits qui vont s'adapter à l'évolution de votre vie? Comment on touche aux choses sans y toucher? Comment on nomme les choses sans les nommer? Comment on dit aux seniors chez Center Parcs, venez, vous allez peut-être avoir une rampe d'accès pour aller dans le cottage, vous allez avoir un bassin réservé, vous allez pouvoir faire des activités plus réservées à des seniors qu'à des jeunes actifs. Vous vous êtes creusé beaucoup les méninges sur le plan de la communication, parce que c'est pas facile, le marketing et la com vis-à-vis des seniors parfois. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir utiliser les différents supports qu'on a à disposition pour s'adresser de façon différente aux seniors. Par exemple, maintenant, grâce à la data, on est capable de faire des segmentations clients importantes, et quand on envoie un emailing, par exemple, on peut cibler cette population par rapport à son âge ou par rapport à son précédent séjour chez nous. Et on ne va pas s'adresser, on ne va pas utiliser les mots de senior, par exemple, parce que de toute façon, le ciblage aura déjà été fait dans notre communication. Et donc là, on va utiliser beaucoup plus le pouvoir de l'image, on va mettre des visuels qui vont plus parler à cette population-là, mettre en avant les activités dont on sait qu'elles vont plus les attirer, mettre en avant les notions de confort dans les cottages, les notions de sécurité qui sont clairement des points clés. Et puis après, en complément de ça, on a d'autres supports qui sont notre support web, notre site web dans lequel on se doit d'avoir une clarté de l'information, je me répète... je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, une vraie clarté de l'information, parce que les gens la cherchent, la demandent, et s'ils ne la trouvent pas, nous on a nos plateformes d'appel dans lesquelles un conseiller, et du coup il y a un rapport humain qui permet aussi de répondre à toute une série de questions. Et c'est pareil, là je reviens aussi sur le côté inavouable, ça reste assez anonyme cette démarche-là, donc elle est aussi plébiscitée. Donc on a vraiment une complémentarité de nos canaux qu'il faut savoir savamment exploiter pour s'assurer qu'on sait correctement s'adresser à cette population sans générer de susceptibilité ou catégoriser de façon caricaturale. Voilà. Monsieur Arnaud, chez vous, vous faites oui, comment chez nous, alors bon, principalement, on a beaucoup travaillé. Alors effectivement, alors, je vous ai parlé d'une profession avec qui on a monté un partenariat carrément avec l'Association nationale française d'ergothérapie, à la fois pour la prestation de services qu'ils peuvent nous rendre quand nous on est plus compétents pour le faire, mais aussi pour nous aider à travailler sur la communication et les outils. Je dirais, les boutures en âge, on entendait parler de DMLA, on entend parler aussi de déficience visuelle. Voilà, l'avancée en âge, c'est une somme de petites pathologies qui vont amener un jour la dépendance. Donc du coup, nos outils, en fait, on les a conçus de façon à la fois très lisible. On a tenu compte de notions de contraste. Je dirais, tout notre catalogue est à peu près contrasté à 80%. Dans le choix des couleurs, dans la taille des polices de caractère.
On s'est fait conseiller par l'association Valentin Aoui, plus donc sur la partie là vraiment enfin, voilà, déficience visuelle lourde, mais aussi l'Institut de la Vision par exemple. Absolument pas de renvoi bas de page. On a privilégié peu de produits, mais bon voilà, de l'espace, de la facilité de lecture pour en faire vraiment un espace de confort, en étant chaque fois honnête avec eux, en leur disant voilà, il y a plusieurs possibilités d'adapter une salle de bain avec des solutions peu onéreuses, potentiellement d'attente, des solutions rapides à installer, enlever une baignoire et ainsi de suite pour mettre une douche, des solutions beaucoup plus lourdes. Juste, je me permets d'intervenir par rapport au modèle Dorado tout à l'heure. Ça peut peut-être, dans certains secteurs d'économie, être un Eldorado. Dans l'adaptation du logement, ce n'est pas un Eldorado, c'est une nécessité sociale, voire sociétale. Je présentais une conférence mercredi, en fait, quand on empile, je dirais, à la fois les personnes seniors et les personnes atteintes d'un handicap, et je dis bien un handicap, le handicap n'est pas forcément que moteur. On arrive à pas loin de 30 millions de personnes en France, donc effectivement aujourd'hui un leader, je dirais, de l'aménagement de l'habitat ne peut pas nier la moitié de la population. L'autre message, c'est effectivement c'est une nécessité, puisque aujourd'hui, voilà, on a un modèle économique et social, je dirais, à faire perdurer, pardon, pas perturber, il est déjà assez. Mais voilà, et donc apprendre à réfléchir différemment pour faire en sorte que simplement répondre à la première attente des seniors dans le logement, qui est de rester chez eux, mais le faire avec beaucoup de respect de la personne, redonner de l'estime de soi. Je dirais la perte de dépendance, c'est pas forcément se retrouver dans un hôpital à la maison. Donc voilà, il faut prendre en compte, je dirais, tout ça. Alors, mais beaucoup d'honnêteté et beaucoup de transparence. Ultime question pour vous deux. Ensuite, on donnera la parole à Michael Carré, qui ne l'a pas eu beaucoup, avant de passer aux questions avec vous, mesdames et messieurs. C'est quoi les résultats jusqu'à présent de ce que vous avez fait sur ce marché des seniors, en essayant d'aller sur leur parcours d'achat chez Center Parcs, qui a de plus en plus de seniors? C'est une grosse partie du chiffre d'affaires. Vita Confort, ça a démarré comment? On en est où? Est-ce que c'est prometteur? Voilà, livrez-nous un peu quelques résultats. Alors, nous, clairement, c'est une cible qui est en train de grandir. Aujourd'hui, ça représente à peu près 6% de notre clientèle. Clairement, la plus grosse partie de notre clientèle, ça reste les familles avec enfants. Dans ces 6%, on a des gens qui viennent, comme je le disais, avec leurs petits-enfants. On a aussi beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants pour célébrer un événement comme l'anniversaire de mariage des grands-parents, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que je confirme que c'est une population qui a le panier moyen le plus élevé chez nous. Déjà parce qu'ils s'achètent un certain nombre de services pour garantir leur confort, mais aussi parce que leur durée de séjour est la plus longue par rapport à d'autres. Et notamment du fait que, parce qu'ils ne sont plus actifs, ils ont le loisir de pouvoir partir en semaine sur des périodes à moins forte affluence, et du coup, ils en profitent très clairement. Donc nous, c'est une cible qu'on cherche à faire grandir parce qu'on pense qu'on a un produit qui peut tout à fait convenir à cette cible, et notamment leur fournir tout cet aspect joyeux qui a été évoqué par Eliane au tout début. Et qu'en plus, sur ces périodes hors vacances scolaires et semaines, c'est tout à fait la cible qu'il nous faut aussi pour nous aider à remplir nos parcs. Et chez Vita Confort, est-ce qu'on verra un jour l'enseigne Vita Confort supérieure à la paire? Alors d'abord chez la paire. Le marché du bâtiment traverse une crise depuis quelques années où on a connu des trous d'air de moins 10 à moins 20% de chiffre d'affaires au marché du bâtiment globalement. Moi, je me suis amusé du temps où j'étais patron du marketing, j'aimais bien les stats, à monitorer une cinquantaine de produits, très typés salle de bain, très typés adaptation, mais avec quand même une dose d'innovation. Voilà. Et là, par contre, c'est des croissances à 2 chiffres, voire à 3 chiffres. Et ça commence à se compter en millions d'euros. Donc c'est plutôt intéressant en termes de relais de croissance. Bon. Vita Confort, alors ça a ouvert le 21 septembre. Le catalogue est sorti le 18. Mais je peux vous dire que oui, alors on a une spécificité. Bon, c'est effectivement le service poussé à outrance, où on exclut par exemple d'aller faire du porte-à-porte, très clair. Mais par contre, on a à la disposition des gens pour aller les conseiller à domicile. Voilà, je vais vous dire, les carnets de rendez-vous sont pleins, les carnets de commandes se remplissent. C'est une affaire qui marche. Ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est la découverte, alors le lourd, ce qu'on appelle le lourd du bâtiment, l'immeuble par destination, l'adaptation de la salle de bain, la cuisine, c'est ce que j'appelle carnet de commandes. Ce qui est intéressant, c'est le regard que les gens portent quand ils poussent la porte de la boutique sur un libre service
où vous allez retrouver 4 à 500 petits produits malins. Donc effectivement, la canne qui tient toute seule, issue de start-up, alors issue de développement de start-up, mais d'importation souvent. Effectivement, je rejoins États-Unis, pays nordiques, Japon, qui a des décennies d'avance sur nous, et où dans leur cheminement, ils commencent à dire « Ah tiens, ça c'est bien, parce que finalement, oui, j'ai mal au poignet, et puis j'ai mal au genou, et puis ça... » Et ils commencent à cheminer vers comment je m'adapte mon quotidien au fur et à mesure. Donc il y a le lourd, et puis il y a l'insignifiant du quotidien qui découvre, et ça entretient la fidélisation également. Alors pour terminer ce tour de table, Monsieur Carré, on revient vers vous. Vous, médialiste, donc vous faites des évaluations, vous faites des enquêtes, vous intervenez auprès de grandes marques, la Fnac, Audi, SFR, vous avez travaillé sur la billetterie, je crois sur les cartes fidélité de consommateurs, la domotique, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous ont appris ? Alors, évidemment, vous n'allez pas pouvoir nous dire tout ça en détail, mais que vous ont appris vos enquêtes, vos évaluations sur les principales tendances qui se font jour sur le marché. Qu'est-ce qu'il en ressort finalement pour le parcours d'achat des 50 ans et plus ? Merci. Je voulais d'abord rebondir sur certains propos qui avaient été tenus. Je partage tout à fait l'importance du propos de ma voisine sur les situations de rupture pour commencer. Je pense qu'effectivement, on aurait des démarches commerciales beaucoup plus efficaces si on trouvait un moyen aujourd'hui d'identifier ces situations de rupture très rapidement. Une chute d'une personne âgée, on sait que si dans les 15 jours, on arrive à la contacter et informer aussi ses proches, ses aidants, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des aidants familiaux et aidants professionnels aujourd'hui, mais c'est très important aussi, informer tout ce monde qu'il existe des solutions pour éviter la rechute, pour éviter l'hospitalisation en urgence et autres, c'est quelque chose de très important. Le problème, c'est que en termes de base de données, de canaux, on a beaucoup de mal à intervenir dans cette période très courte, juste après que le problème soit survenu. Tout le monde parle de prévention en France, personne ne veut la financer. Enfin, je caricature, mais à peine. La CNAV a lancé une démarche très intéressante avec son appel à projet récent sur ce qu'ils appellent les GIR 5 et 6, donc les personnes en début de perte d'autonomie, mais on reste sur des démarches encore trop ponctuelles à mon sens. Je pense qu'on n'a pas assez insisté pour le moment sur l'importance de la communication. Ça a été évoqué juste à la fin, mais il y a très peu d'experts en communication en France qui ont un vrai recul sur ce marché. À part la société matinale de Benoît Gobelot qui était là, qui existe depuis plus de 20 ans sur le secteur, il n'y a pas beaucoup de recul encore là-dessus. Et effectivement, il faut leur parler de manière spécifique à ces seniors. Alors, je partage tous les concepts qui ont été évoqués de façon... Le point qui me manque le plus, j'ai pas entendu parler de prescripteurs. J'ai pas entendu parler de canaux de prescription. Et dans le secteur, alors on a parlé a priori que de B2C, de commerce auprès du grand public. Il y a toute la partie aussi B2B qui est très importante. Alors je préfère, même quand on parlait de B2B2C, mais globalement, les prescripteurs jouent un rôle fondamental et devraient jouer un rôle de plus en plus important. Alors, M. Arnoux a, Dieu merci, parlé des ergothérapeutes qui jouent un rôle majeur, enfin qui devraient jouer un rôle majeur et qui ne le jouent pas encore. Moi, pour vous dire, là, ça fait 11 ans que ma société existe. Le premier salarié que j'ai embauché, c'était une ergothérapeute. J'en ai 3 aujourd'hui, ça me paraît évident. Toute l'évaluation autour de l'habitat et des besoins des personnes, enfin besoins, envies et contraintes, les envies, les loisirs, c'est pas négligeable. On a parlé d'inavouables. Moi, ce qui est intéressant depuis 10 ans dans le secteur, c'est qu'on voit se développer la partie confort-loisir. Tout le monde parle de qualité de vie, mais les jeux, à part les jeux sérieux, le côté se faire plaisir, le fun, ça commence à se développer dans le secteur des seniors et c'est tant mieux. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des jeux pour kiné, donc des jeux les publicités de ces jeux-là ressemblent vraiment à des publicités de jeux vidéo grand public pour les jeunes. Il y a un jeu de pirate comme ça, et la personne avec des capteurs de mouvement sur son corps, la personne âgée, commande les mouvements du bateau pirate donc avec son corps, et en fait le kiné s'en sert pour lui faire ces exercices de rééducation de manière fun, y compris avec ses aidants, ses petits-enfants par exemple. Donc c'est beaucoup plus sympa que faire les mouvements de kiné habituels. Voilà. Là, vous nous donnez une piste intéressante. Il faut jouer, il faut savoir faire jouer les seniors, les faire rire, les surprendre. Le fun, vive le fun. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a pas envie de s'amuser ou qu'on n'a pas le droit de s'amuser. On a parlé surtout de produits, mais il y a toute une dimension service à ne pas négliger. On ne vend pas de la même façon des produits et des services. Il y a plusieurs des idées que je voulais retransmettre, que vous avez déjà évoquées, donc j'y passerai plus vite, mais le sujet de la conciergerie senior, par exemple, qui n'a pas encore été trop évoqué, une société comme Apital, une start-up qui a 3 ans à peine, atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires déjà cette année. Donc il y a des vrais sujets de service
en vente directe, en l'occurrence avec un peu de prescription auprès des collectivités, mais on a des choses intéressantes au niveau du service qui se développent aussi. Vous aurez peut-être vu passer les démarches d'opticien à domicile, des démarches dans la partie dentiste pour les troubles bucco-dentaires qui sont un vrai souci et qui n'étaient pas encore très adressés. Ça peut apparaître comme des marchés de niche, mais additionné, ça peut représenter un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros, comme c'était évoqué tout à l'heure. Donc je voulais insister sur l'importance de la prise en compte dans ces démarches commerciales du couple aidant-aidé. Je ne suis pas une personne qui croit que l'aidant est l'acheteur ou le payeur des solutions, des produits, des services. Mais par contre, nous, dans nos évaluations, quand on fait la formation pour un chemin lumineux, une technologie domotique qu'on met chez quelqu'un, très souvent, si l'aidant familial n'était pas présent lors de l'installation, il nous rappelle pour nous demander de lui réexpliquer absolument tous les tenants et aboutissants de la démarche. Donc les aidants, les professionnels des services à la personne, on l'a dit ce matin au cours d'une conférence précédente, ce sont eux les prescripteurs. Il faut autant les séduire que les seniors eux-mêmes. Il faut les... Alors en amont et en aval, il faut les rassurer, aussi bien la personne âgée elle-même que ses aidants. Rassurer sur cette dimension de sécurité, rassurer sur le fait qu'elle ne s'est pas fait arnaquer. Parce que le problème financier, il est important dans la tête des personnes âgées, mais aussi dans la tête de leurs descendants. Et enfin, on voit parfois des choses un peu originales. Je pense que le parcours client, si on peut utiliser l'expression, il dépend aussi des finalités recherchées. Ça ne va pas être le même pour des besoins en communication, en lien social, pour des besoins dans le domaine de la santé, où la prescription là, est majeure, c'est remboursé Sécu, c'est pas du tout pareil. Dans le domaine de la sécurité, c'est encore différent. Et dans le domaine du confort, bien-être, ça commence avec Celiatis, avec... un autre acteur type Tous Ergo, on a des démarches intelligentes à la frontière entre l'ergothérapie et l'ergonomie. C'est ça qui est bien. Ça dépend du contexte. Donc, soutien à domicile, c'est bien qu'on parle en établissement maintenant de lieu de vie. On arrête de dire chambre ou lit en EHPAD. On parle bien de lieu de vie parce que c'est là où on finit ses jours, donc c'est là où on habite, c'est important. Mais ce qui manque encore malheureusement, c'est de penser à la mobilité. Le concept d'accueil de jour se développe de plus en plus et il est rare que alors ça arrive avec la téléassistance mobile, avec les montres, les téléphones ou autres, mais jusqu'à présent, on pouvait être en sécurité ou avoir du bien-être chez soi, à domicile ou dans l'établissement, mais entre les deux, quand on sortait, parce qu'il faut continuer à sortir, c'est important, c'était pas toujours le cas. Vous avez fait des études, je le disais, auprès de nombreuses enseignes. Vous avez travaillé aussi, peut-être avez-vous testé les supports de communication ou les sites de e-commerce auprès des seniors. Qu'est-ce que ça donne, les résultats de ces études? Qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, déjà, il y a des choses qui ont été évoquées par les précédents interlocuteurs, mais globalement, on a toujours du mal. En fait, le problème, c'est l'évangélisation. Tant qu'on est en amont, qui ne connaissent pas bien... il faut effectivement leur évoquer le fait qu'il existe des solutions, mais tant qu'ils ne les ont pas eues entre les mains, tant qu'ils n'ont pas commencé à les tester, les expérimenter, il est très dur de les convaincre sur ce fameux service rendu a priori. Nous, en fait, nos évaluations, on a toujours du mal à recruter les panélistes, à recruter les personnes, même quand on offre le produit de domotique, par exemple, ou la tablette tactile, on peut avoir du mal à constituer les panels de dizaines ou centaines de personnes âgées, et pourtant, au bout de 3, 6, 9 mois, entre 70 et 97% des personnes, selon mes évaluations, étaient prêtes à acheter au prix normal les solutions, donc les produits et couples produits-services qu'on avait mis en évaluation. Alors ça évolue aussi. L'informatique, c'est flagrant. Tant qu'on était sur des informatiques classiques avec une souris, un clavier, un ordinateur, ça ne marchait pas forcément aussi bien quand on a des tablettes tactiles où les repères spatio-temporels sont simplifiés par rapport aux technologies précédentes. Donc les résultats sont très bons quand on a laissé le temps aux personnes de s'approprier les solutions, quand on a rassuré leurs aidants, qu'on a bien communiqué autour de ça, qu'on les a bien formés. Je vous citais l'exemple du groupe Boulanger tout à l'heure. C'est très intéressant d'avoir fait comme une smart box, une box pour aider les gens à apprendre à utiliser l'informatique sur 1, 3 ou 6 mois, je crois, pas très cher. Ça favorise, ça développe leur vente des tablettes en question. C'est indissociable.
Monsieur Montbois, je voudrais vous faire réagir sur ce que vient de dire Monsieur Carré. Vous êtes le président de la FEVAD, donc Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Est-ce que vous approuvez ce qui vient d'être dit sur la manière sur l'utilisation du e-commerce par les seniors, la manière de s'adresser à eux à travers ces supports, les outils, plutôt le tactile voilà, qu'est-ce qui ressort de ce que vous pouvez en savoir au niveau de la FEVAD? Alors nous, on ne s'intéresse pas trop à ça d'habitude, parce qu'on s'intéresse plutôt aux gens qui ont déjà Internet et la façon dont les sites vendent. Mais je crois que ce qu'a dit est tout à fait vrai. C'est-à-dire que nous, on a tendance à prendre les gens qui prennent Internet au fur et à mesure, et donc qui maîtrisent l'informatique. Et vous vous placez en amont pour apprendre à des gens qui ne savent pas faire comment appréhender Internet. Mais on voit encore une fois, à travers ce que vous avez dit, la révolution qu'a apporté Apple. Parce que le tactile, c'est Apple. Ça n'existait pas avant, où c'était marginal. Avant, c'était des stylus, vous savez, des petits stylos où il fallait pointer du doigt. Et c'est eux qui ont dit, mais ça doit être immédiat, ça doit être instinctif. Et ce qui est amusant, c'est que ce que vous dites, c'est exactement ce que disent des institutrices de maternelle sur les produits tactiles avec des enfants de 3 ans. C'est-à-dire que spontanément, ils se débrouillent tout seuls, d'instinct, et ça marche. Et ça, c'est merveilleux. Les seniors sont de grands enfants, finalement. Exactement. Mais ils apprennent avec leurs petits-enfants, souvent. Absolument. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant de prendre la parole, de poser vos questions sur la manière de s'adresser à ces seniors, de les conquérir. Puis après, il faut les garder, il faut les fidéliser. Vous l'avez dit, l'un d'entre vous l'a dit, le senior, quand il est séduit par un produit, par un service, il reste assez fidèle. Et donc ça, c'est important. Donc il y a un micro qui peut voilà, mademoiselle, un micro se promener parmi vous pour interroger nos différents intervenants, sachant qu'on a tous les domaines représentés, le e-commerce, la mode, la déco, les Center Park. Center Park, je précise également, le groupe, c'est les Senioriales aussi, qui fait partie du groupe auquel vous appartenez, Madame Beurdelet, et qui expose ici même pendant ce salon avec des résidences adaptées pour les personnes âgées. Madame, merci de poser la première question. On vous apporte le micro. Merci. Merci pour tous vos témoignages, surtout très pratiques et très illustrés. Alors j'ai une question que je souhaite, qui ne va pas vous mettre en difficulté parce qu'elle ne fait pas partie de vos secteurs d'activité, mais si jamais dans vos connaissances vous avez des informations, je serais ravie de les entendre. C'est sur le domaine de l'alimentaire. Et de l'alimentaire pour les personnes grandement dépendantes. Et justement, vous avez évoqué les aidants tout à l'heure. Et j'aurais aimé savoir justement quelle est la valeur ajoutée d'une approche positive. Qu'est-ce que vous appelez une approche positive, non stigmatisante, quand on est sur de l'alimentaire adapté, donc souvent mixé. Alors nous, notre spécificité, c'est qu'on travaille avec un agroalimentaire qui fait du mixé imprimé 3D. Donc pour redonner envie, en fait, redonner du goût à l'alimentation, enfin redonner du goût visuel à l'alimentation. Et on le travaille de manière sociétale, de manière solidaire. Donc si vous avez des éléments pour nous aider à accéder à ces grands dépendants et à ces aidants qui sont en moyenne à 200 km de leurs aidés, qui ne peuvent pas forcément leur faire de l'alimentation au quotidien, mixée, adaptée, eh bien on vous remercie pour eux. En tout cas, vous avez déjà des idées intéressantes que vous venez d'évoquer, madame, des solutions. Qui peut répondre à cette dame concernant la nutrition des personnes âgées dépendantes, un sujet délicat? Ce n'est pas une réponse, c'est juste un exemple. Il y a le concours Silver Fourchette qui a été développé par le groupe SOS, donc un groupe d'EHPAD de l'économie sociale et solidaire qui est super génial. Des vidéos, il y a un buzz sur YouTube qui a été fait, donc, où des chefs de ces EHPAD ont cuisiné de manière différente, et le concours un peu à la Top Chef, j'ai trouvé ça assez fun. Justement, c'est une approche un peu différente d'alimentation. Moi, pour ma part, au sein de mon équipe, on croit très fort au potentiel des imprimantes 3D dans l'alimentaire, y compris dans les EHPAD. Aux États-Unis, ça marche déjà très bien. En France, on voit les balbutiements. À côté de ça, moi, je travaille pas mal sur l'hydratation, et on a notamment des technologies domotiques qui suivent l'hydratation des seniors à domicile ou en établissement. Peut-être que vous en vendez déjà, je ne sais pas. Pas encore. Les sujets hydratation et alimentation sont indissociables. Et le pendant après, c'est les troubles bucco-dentaires qu'on évite avec des meilleures formulations et autres. Alors le sujet est d'autant plus important qu'effectivement, dans les causes de décès, il y en a une première, on n'a pas les chiffres, c'est le suicide, malheureusement. Voilà, donc il faut appeler un chat un chat. La deuxième, c'est la surmédication, très souvent. La troisième, c'est la malnutrition ou la dénutrition.
Et la chute, donc le domaine dans lequel on intervient souvent, n'est que la 4e cause. Donc effectivement, dans le domaine de la prévention, je ne vais pas répondre à la place des grands groupes alimentaires. Voilà, simplement leur conseiller d'être honnête, de ne pas raconter n'importe quoi. Ce que vous faites, c'est très bien parce que ça travaille sur l'estime de soi. C'est-à-dire le confort visuel, je dirais, voilà, est très important pour ne pas être condamné à finir à manger des bouillies. Mais ça mérite effectivement d'être posé. On se posait la question à travers France Silver Eco avec Laurence Rossignol, est-ce qu'il fera des linéaires dédiés, vraiment, c'est un domaine qui doit faire sa mue. Autre question, réaction, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, surtout les... Monsieur, tout au fond de la salle. Voilà, mademoiselle Cour, vous apportez le micro. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous peut nous dire d'où vient cette barrière de 50 ans? Ah. Mais y a-t-il une barrière à 50 ans? C'est la question. Alors, la barrière de 50 ans. Pourquoi est-ce qu'on a dit que le senior, ça démarrait à partir de 50 ans? Droit social, ça non? Peut-être dans les Ce qui a le don de nous fâcher, un certain nombre d'entre nous, je vous le Moi, dis chez franchement. moi, il hein. démarre à 55. hein. Ah, c'est 55 chez vous. Monsieur Montbois, ça démarre à Je sais quel âge? que dans le marketing, dans les années 80, moi j'ai commencé à travailler, c'était chez les anglo-saxons, on parlait toujours de la ménagère de moins de 50. Oui, voilà, oui. Parce que c'est elle qui achetait le plus, parce qu'elle a des enfants à la maison et qu'elle est responsable des achats, et parce que c'est elle qui choisit les produits et qui, ce qu'on a dit, fixe les choix qui dureront après. Et le plus de 50 était réputé difficile à convaincre parce qu'il a déjà choisi depuis 30 ans. C'est peut-être pour ça. hein. Madame Chavant, redites-nous, 50 ans, ça vous va Domaine de la mode et de la déco, c'est jeune quand même. hein. Moi, je suis convaincue, il n'y a pas d'âge, quoi. Je trouve que cette notion d'âge, elle ne me gêne pas parce que je m'en fous complètement maintenant. Et Moi, je trouve c'est bien plus intéressant de travailler en effet sur des concepts plus larges, donc des concepts de vie, des concepts de comportement. Je suis assez d'accord, je pense que c'est encore une affaire de marketeurs de vouloir nous ranger dans des cases en disant tiens, tu as 50 ans, tu as moins de 50 ans ou tu as plus de 50 ans. Bon, voilà. Alors nous, encore une fois, on s'en servait, mais on utilisait ça vraiment comme des plages beaucoup plus larges. Et puis en ce qui concerne la mode, vous avez des jeunes de 30 ans qui sont habillés comme des vieux, et puis sens inverse. Donc très honnêtement, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'en sert un peu moins. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Monsieur Arnoux. Oui, sachant qu'en plus, bon, il y a un phénomène qui est bien connu, je dirais, des psychologues, c'est la différence entre l'âge réel et l'âge perçu. L'âge perçu. Hein, donc, C'est on a comme l'âge de son la corps. température et le climat, ça. C'est ça. Donc ce que vous voulez dire. si on veut cibler les 50-65, on a toutes les chances de se gourer parce que dans leur tête, ils en ont 15 de moins. hein. Donc c'est là où effectivement le sujet est un peu compliqué d'un point de vue approche psychologique des seniors. Pour illustrer le propos sur ce qui vient d'être dit, en effet, l'âge perçu, prenez les mannequins. Quand vous travaillez, quand on travaille et quand on voit des marques de textiles, les mannequins, toujours les mannequins sont des jeunes femmes qui ont 25. Quand elles ont 30 ans, elles commencent déjà à être moins chères, à prendre à la journée, ça c'est clair. Et du coup, il y a tout un artifice où on la maquille pour lui donner l'air un peu plus femme. Alors, on avait essayé, quand dans ma première expérience, je travaillais pour une enseigne dédiée aux seniors. C'était aussi une enseigne qui offrait une mode grande taille. Donc, on avait travaillé avec l'association, notre registre, c'est la problématique taille. On avait travaillé avec l'association Allegro Fortissimo, qui nous disait pourquoi vous ne prenez pas des mannequins grande taille. Alors, on a essayé, d'autres ont essayé. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne dis pas de bêtises en disant que le constat, c'est que ça ne prend pas, parce que je parlais tout à l'heure de rêve accessible. Et quand on achète un vêtement, quand on choisit quelque chose, c'est vrai qu'on a envie de rêver, quoi. On a envie de rêver, donc en particulier nous les femmes. C'est pour ça que Internet a peut-être eu un petit peu plus de difficultés à prendre en ce qui concerne la mode. J'ai longtemps qualifié Internet comme un canal
mort parce que je trouvais que ça ne véhiculait pas de l'émotion. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que trouver un site qui, nous, les femmes, véhicule de l'émotion, c'est pas simple et qu'il y a un vrai pari à relever. C'est pareil pour les mannequins en ce qui concerne la taille, en ce qui concerne l'âge. On n'a pas envie de voir un produit porté peut-être par une femme d'âge mûr et tant pis, on se projette. Oui, c'est l'âge projeté. Donc nous avons 35 ans. C'est la même chose dans le tourisme, on a exactement les mêmes constats, c'est que c'est pas parce qu'on cherche à s'adresser à une population plus âgée qu'elle va pas s'identifier à une image où elle va voir un quadra avec ses enfants s'amuser dans le toboggan, par exemple. Elle fera le toboggan. Ouais. Ouais, elle fera le toboggan. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, Et faire encore- rêver, jouer sur les émotions. Monsieur Beiss, Monsieur Montbois, sur Internet, dans le e-commerce, c'est important aussi. On joue sur cette fibre-là. Oui, sur Rêver jusqu'au bout, tout le temps, tout au long de sa sur vie. Internet comme sur les autres médias, ce qui a été dit est tout à fait juste. Il y a une question de projection. Les gens se projettent dans l'image qu'ils voient. C'est pour ça que les antirides, c'est des filles qui n'ont pas de rides sur les pharmacies. Et les crèmes anticellulites, c'est des filles qui sont maigres comme tout. Toujours. Mais ça ne marche pas à l'envers parce que les gens qui achètent le produit veulent se voir comme ça. Et sur Internet, comme sur le reste, sur le fait de faire rêver, bon, les sites textiles, Oui, je dirais, font des progrès maintenant, montrent souvent des petites vidéos. Et c'est tout à fait parce que vous avez dit. Essayer d'humaniser le plus possible la photo un peu bête du produit et rendre le plus naturel possible pour donner envie d'acheter, bien sûr, le produit tel qu'il va être porté. Monsieur Beiss, Monsieur Carré, sur ces notions de rêve, d'émotion. Il y a un petit truc super rigolo, c'est que lorsque vous cherchez sur Internet à mettre des visuels de gens un peu âgés, mais plutôt gays, en forme, etc. Parce que voilà, pour illustrer des catégories de produits liées quand même à la perte d'autonomie, le maintien à domicile, en fait, vous devez en avoir 5 disponibles. Et donc, vous les retrouvez sur les catalogues de tout le monde. C'est toujours les mêmes visuels. Voilà, donc même dans la production en amont de visuels, de photos, pour illustrer les catégories, on a du mal à en trouver. Donc c'est vrai qu'après, c'est quand même juste complètement stupide de balancer des visuels de téléassistance avec des femmes de 30 ans. Donc à un moment donné aussi, il y a des choses qu'il faut assumer. Voilà, alors on peut trouver des visuels sympas, etc. Bien sûr, il y a des grands écarts. C'est vrai que vendre de la Wellbox anticellulite, voilà, si on met un visuel d'un super mannequin très joli qui n'en a pas besoin, certes, ça fait plus rêver. Ce qu'on dit, au moins on sera comme elle, c'est parce qu'elle a utilisé que ça marche. Voilà. Après, on sait bien que 99,99% des femmes qui vont l'acheter ne sont pas de ce type-là. Voilà. Alors donc, il y a cette schizophrénie permanente, ce qui s'appelle du courage à la fin, aussi de tester des choses et de dire à un moment donné, il y a des points qu'il faut assumer. Et assumer aussi, c'est parfois prendre des visuels qui sont quand même plus liés avec la réalité des personnes de ce segment de marché, comme on dit, à qui ça correspond. Voilà. Et ça, ce courage-là, il est quand même pas très répandu. Il faut oser. Vous êtes d'accord je donne Osons. la parole à monsieur. Non, Oui, on a osons. pris- on a Monsieur pris un Carré, contre-pied. puis ensuite monsieur. Chez la paire, chez Vita Confort, on a pris un contre-pied où effectivement on va dans ce sens-là. Alors évidemment, on a des photos de partenaires industriels qui sont celles qu'on retrouve partout. Mais je vous invite à découvrir la dernière de couverture du catalogue Vita Confort, où l'accroche c'est voilà, je fais peur à mes enfants. Je dirais, surtout dans ma salle de bain, Paul, 75 ans, vous irez voir la tête de Paul. Et l'idée, c'est de dire, voilà, c'est pas le monde des bisounours, il n'y a pas que le monde du rêve. Donc à un moment donné, comme je disais, il faut appeler un chat un chat. Oui, il y a des situations, il faut les adresser parce qu'ils attendent de Courageusement. l'honnêteté. Donc vous avez montré un vrai vieux, si j'ose dire. Tout à fait, en plus, Voilà. il a une bonne tête de On cinéma. n'a pas le droit de tout dire va ce bien. mot-là, vous avez remarqué vieux, c'est interdit, ça n'existe pas ici. Il faut l'assumer. On ne s'est pas consulté en amont et on ne pourrait pas être plus en phase. En fait, ma structure a cofondé une fondation qui s'appelle Kaelis et qui a lancé, pas plus tard qu'il y a un mois, un concours photo pour changer le regard sur seniors et technologie. Et pour les montrer en situation non stigmatisante, mais justement proactive, sympathique, stimulante. Mesdames et messieurs, encore à vous la parole. N'hésitez pas, il nous reste une petite dizaine de minutes avant de conclure cette rencontre. Madame. Ah, peut-être pousser le petit bouton. C'est bon, ça marche. Ah voilà, c'est... On a Voilà. parlé du pouvoir d'achat des seniors. Est-ce que ce pouvoir d'achat-là, on a aussi parlé de leurs aidants, de leur famille. Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à vouloir l'épargner pour leur famille? Et je voulais savoir, est-ce que c'était une population qui achetait à crédit? Je
pense Est-ce qu'ils notamment achètent à monsieur de crédit chez La Paire. Est-ce qu'on achète à crédit chez Vita Confort, chez La Paire? Alors, la demande de crédit venant de la personne, on va dire, nous, on a, alors effectivement, comme clientèle, on a soit des enfants, des ayants droit, soit vraiment le senior isolé qui vient, qui habite dans la rue, dans le quartier, et qui ne demande pas de crédit. Il demande parfois des facilités de paiement, et ça, c'est une des dures réalités. Nous, on est installé dans le 15e, donc plutôt un quartier, on va dire, bourgeois, qui a l'avantage d'être à peu près à l'image de la population française dans 20 ans, c'est-à-dire en fait avec déjà 30 à 30% de seniors, qui ont du bien immobilier, mais qui n'ont pas forcément de grosses retraites. Souvent des commerçants, qui donc vont demander à ce qu'on accepte 1, 2, 3 chèques pour les accompagner. Ça, c'est pour ceux qui sont indépendants. Donc voilà, donc non, il n'y a pas vraiment, actuellement, dans ce qu'on en voit, mais bon voilà, on est jeune, on a 1 mois et demi par rapport à ça. Pas de volonté en tout cas de s'endetter. Bon, ce matin on était à une réunion à Matignon avec le Crédit Agricole et d'autres intervenants, mais les banquiers n'ont pas fait d'effort non plus pour rendre, je dirais à un moment donné, le crédit accessible, pour dire voilà, n'attendez pas, voilà, on va vous faciliter l'accès à l'argent parce que à partir de 70 ans vous êtes un client mort parce qu'on n'a pas envie de prendre de risques. Donc ce prisme-là doit changer aussi et change, et c'est pas forcément les banquiers qui l'ont abordé le premier. Hormis Crédit Agricole, je ne suis pas chez eux, j'ai pas d'action. Mais voilà, donc la Banque Populaire aussi d'ailleurs, elle fait pas mal. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui doivent changer dans l'approche globale de la silver economy. Je pourrais ajouter un petit point, une illustration sur. On commercialise par exemple des loupes électroniques et des téléagrandisseurs pour des gens qui ont quasiment perdu la vue ou qui ont très peu de vue, qui souffrent de DMLA avancé, etc. Ce sont des produits qui coûtent entre 1 000 et 4 500 €. Donc une valeur absolue qui est quand même très importante. On se rend compte que, ces produits-là sont toujours achetés sans même demander, ce qui est pourtant offert les 3 fois gratuit sans frais. Donc c'est payé cash. La clientèle type de ce genre de produit, contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt de la classe moyenne. Alors c'est évidemment pas la retraite moyenne française qui est à 800 € pour une femme et 1100 € pour un homme. On est plutôt dans une classe moyenne qui a payé son logement, qui a une petite retraite certes, mais quand on additionne une retraite ou 2 retraites et le fait de ne plus payer le logement, on a un pouvoir d'achat qui est quasiment équivalent à celui d'un jeune cadre à Paris. Et pour des besoins de consommation qui ne sont plus du tout les mêmes. Donc face au besoin aujourd'hui d'avoir simplement le plaisir de pouvoir continuer à lire, à pouvoir faire des mots croisés, pouvoir faire un sudoku, effectivement, ils sont prêts à investir un montant en valeur absolue important, mais parce que sinon leur vie est juste un enfer. Et ils ont en valeur absolue les moyens de le faire. Alors oui, sur la partie de l'épargne, on s'inquiète, on donne aux petits-enfants. Et d'ailleurs, la génération des grands-parents aujourd'hui, des aînés, finance beaucoup la génération des 18-25, 18-30 qui ont beaucoup de difficultés à s'insérer dans la vie. Et nous, la génération pivot, les 40-60, on s'occupe à la fois de nos aînés et en même temps de nos enfants qui sont dans ces difficultés-là. Donc il y a une solidarité transgénérationnelle, mais où chacun va finalement essayer de consommer ce qui lui apporte aujourd'hui, ce qui correspond le plus à son besoin. Voilà. Et encore une fois, des produits, pour finir mon propos sur liminaire, des loupes électroniques, très peu de gens en France savent que ça existe. Ce sont des produits, quand vous voyez quelqu'un qui arrive dans votre magasin pour lire L'Équipe, avec un téléagrandisseur qui était son journal quotidien favori qu'il a lu toute sa vie, et qui là se remet tout à coup à pouvoir le lire et se met à pleurer, c'est là que vous vous dites quand même, on n'est pas bon de ne pas faire savoir beaucoup plus que ces produits existent. Parce que s'il y avait plus de gens qui savaient que ça existe, il y aurait plus de ventes, les prix baisseraient et ce serait un cercle vertueux. Donc il y a vraiment un déclencheur à faire. En tout cas, nous, c'est notre plaisir, notre joie à chaque fois de pouvoir apporter ce genre de solution et d'avoir ce retour aussi d'émotion, pour le coup, d'aînés qui simplement pourront continuer tous les jours à lire le journal, faire la mot croisé, voire même parfois regarder la télévision. Concernant l'industrie touristique, pas uniquement Center Parcs, mais je pense que c'est vrai pour tous. Déjà, cette population, elle est moins contrainte par le rythme d'une vie active, etc. Donc, comme c'est une industrie qui est très yieldée, où il y a des périodes creuses et du coup des prix qui varient, déjà, il y a quand même la possibilité pour cette population d'accéder à une offre touristique à moindre coût. Donc, c'est déjà intéressant, c'est le premier point. La deuxième chose par rapport à l'épargne et à l'argent qu'on voudrait garder pour ses enfants, etc., je pense qu'il faut avoir conscience que passer un moment unique avec ses enfants, avec ses petits-enfants, un week-end, une semaine, etc., c'est tout sauf utile en réalité. Et c'est une forme d'investissement aussi dans un moment de joie, de bonheur. Enfin, voilà, je pense que quand on a atteint un certain âge, on n'a pas envie juste d'attendre que la fin arrive, quoi. On a envie d'en profiter, on a travaillé toute sa vie pour ça.
Et je ne crois pas qu'il y ait un sentiment de gaspiller en investissant dans un moment de partage fort et de reconnexion avec sa famille qui fait plaisir à chaque membre en plus. La quête du bonheur est un bel investissement. Mais ça, c'est une approche qui dépend des cultures aussi. Et on n'a pas la même approche dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là en un mot simplement? Puis après, on conclura cette rencontre. Dans d'autres pays, quelle approche Non, mais les Orientaux, par exemple, effectivement, ont une tendance plus à donner, s'occuper de leur famille, enfin, s'oublient eux-mêmes, alors que les Européens, et en particulier les Français, effectivement, les sociologues, en tout cas, lisent dans les conférences, développent un égocentrisme plus fort qu'ailleurs. Voilà. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste 5 minutes peut-être. Ah, encore une question, monsieur. Puis après, on demandera une petite conclusion à nos intervenants. Allez-y, monsieur, je vous en prie, merci. Oui, une petite question concernant le parcours d'achat de ces personnes âgées. Vous n'avez pas du tout parlé éventuellement d'un rôle de prescription de l'entourage, notamment des enfants, qui peuvent être amenés, notamment par rapport aux produits qui sont méconnus aujourd'hui, à conseiller leurs parents. Et je pense que les enfants sont peut-être les meilleurs prescripteurs de tous ces produits qui peuvent leur faciliter la vie. Et donc, par rapport à ça, est-ce que les moins de 50 ans ne sont pas également en fait une cible à viser pour vous, qui souhaitez apporter des solutions et des produits adaptés, parce que ce sont les moins de 50 ans qui bien souvent vont prescrire à leurs parents ou à leur famille les produits et les services dont ils ont besoin? Alors on en a un petit peu parlé quand même tout à l'heure en parlant des aidants et puis aussi des services à la personne, des professionnels des services à la personne qui sont de bons prescripteurs dans tous ces domaines. Mais je vous laisse préciser cette question. Oui. Sur le point, je partage tout à fait votre avis sur le rôle des clés de ce qu'on appelle la génération pivot, donc, qui n'est pas celle de Bernard pour les fautes d'orthographe, donc les 40-60 ans en gros. Alors, c'est vrai que nous, on a la caractéristique de pouvoir offrir des produits de santé bien-être pour tous, puisque nos clients vont 18 ans à 95 ans, et qu'en l'occurrence, ceux qui viennent aussi pour trouver des produits de bien-être permettent de découvrir des solutions pour leurs propres parents, qui sont dans des états de forme très variables, parfois en bonne forme, parfois en moins bonne. Et donc, c'est aussi par un point en termes de marketing d'acquisition qui est important, c'est de pouvoir toucher finalement la génération pivot. Il y a un deuxième point que je voulais souligner, c'est que dans l'identification du besoin aussi pour les seniors plus isolés, notamment on parlait de la distance tout à l'heure des enfants par rapport au domicile de leurs parents. En France, on est le pays européen sur lequel on est le plus loin en proportion de chez nos parents. Moi, c'est 300 km, donc on les voit peu. Et donc, on s'appuie beaucoup sur le rôle des services à la personne. Donc, nous, on a mis en place, par exemple, un partenariat avec Demi-Dom, où on a créé une boutique en marque blanche sur leur site, qui s'appelle domimad.fr. En fait, c'est nous qui activons, qui gérons derrière le site. Et ça permet quoi? Ça permet de chaîner entre les fournisseurs de produits, le canal de vente que nous sommes, et l'analyse du besoin au plus près des personnes, c'est-à-dire chez elles, avec les auxiliaires de vie qui vont donc pouvoir identifier et discuter avec les personnes, soit les aider, soit les aidants, quels sont les produits qui leur faciliteraient la vie au quotidien. Un Reos WC, un téléphone grosse touche, une téléassistance, un oreiller mémoire de forme, et après en leur donnant aussi l'accessibilité à ce produit de manière très simple. Donc ça fait partie des choses innovantes qu'on a mis en place, on teste, voilà, on développe, mais enchaînant entre, encore une fois, les acteurs de distributeurs et les acteurs de services à la personne, donc qui ont un rôle de prescription très fort. Vous vouliez ajouter un mot, je crois, monsieur? Oui, alors souvent, en Juste fait, un mot. c'est assez enfin, c'est pas marrant, mais nous on le voit souvent. Alors l'acte d'achat est beaucoup plus long, déjà beaucoup plus réfléchi par la personne elle-même. Souvent, elle va chercher de la réassurance. On en a parlé. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui sur les produits qu'on vend, c'est qu'ils n'interviennent pas en termes que prescripteurs, parce que limite ça pourrait être un rejet, mais en termes de réassureurs du choix fait. Il y avait une étude qui était sortie qui disait quasiment que le meilleur prescripteur était les petits-enfants et pas forcément les enfants. Par contre, cibler les enfants, les personnes âgées, est capital dans le domaine de la prévention parce que c'est par eux qu'on va passer sur un discours de massification de toutes les aides dont on a parlé, qu'on cherche à promouvoir pour créer ce marché de masse qui fera baisser le coût des produits et donc qui fera baisser le besoin de subvention par la collectivité publique tout simplement. Donc c'est pour ça que toutes les cibles sont importantes. Mais il y a encore un chaînage assez je dirais, intéressant à travailler, justement. Alors, on va conclure, mesdames et messieurs, parce qu'il faut qu'on en termine de cette conférence passionnante. Pour conclure, je vais vous demander de jouer un jeu en 2-3 mots simplement pour chacun d'entre vous. Votre conseil, votre message essentiel pour servir au mieux les seniors dans leur parcours d'achat, c'est quoi? Le mot-clé. Allez, tiens, va par monsieur Monbois qui est à côté de moi. On commence par vous, monsieur Monbois. Moi, je m'occupe d'Internet, donc je dirais qu'Internet est un outil à ne pas négliger, sauf bien évidemment quand il y a des problèmes de vision, comme ça a été évoqué, mais sinon c'est un canal vraiment à ne pas négliger parce que
les seniors qui ont Internet l'utilisent pour acheter comme les autres. Longue vie au web. Madame Chavant. Un mot, sincérité. Sincérité. Monsieur Carré. Pensée, acceptabilité et utilisabilité. Monsieur Beiss. Amour. Oh, c'est joli ça. C'est Madame Beurdelet. Non, mais pourquoi amour en 3 mots? Oui. Parce que ce sont nos parents, nos grands-parents, nos tantes. Il faut on agisse avec eux comme on agit toujours depuis qu'on est né, c'est-à-dire avec amour, avec écoute, avec empathie et avec l'envie de leur faire plaisir. Madame Beurdelet. Je me suis fait un peu piquer mon idée. Mais, l'idée, c'était ne pas fantasmer l'image d'un senior, mais penser à vos parents et à vos grands-parents et à ce qu'ils voudraient avoir. Voilà. Bon, on va laisser le speaker finir et puis ensuite on aura Monsieur Arnaud de... Non, je parle fort. Oui, parlez fort. Non, je dirais honnêteté parce qu'il y a eu et il y a encore trop d'abus de faiblesse. Donc je dirais c'est capital, cette notion d'honnêteté dans le discours, dans l'acte, dans l'écoute et dans le service qu'on peut leur rendre. Voilà, une belle brochette de conseils, de leçons et de mots à méditer. Mesdames et messieurs, je voudrais en votre nom remercier nos intervenantes et nos intervenants. Et puis vous remercier d'avoir assisté à ces beaux salons et remercier les équipes organisatrices de ces 3 salons qu'on retrouve tous les ans avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'intégralité des propos qui ont été tenus sur le site internet du salon qui sera disponible dans quelques jours, quelques semaines. Merci mesdames et messieurs, bonne soirée.